J'espère parvenir à terminer cette vidéo avant d'éclater de rire, hein. Bon, bonsoir tout le monde quand même, j'oublie les règles de politesse élémentaire, mais il y a des commentaires, il y en a un qui m'a fait beaucoup rire à l'issue de ma vidéo numéro 2 concernant ce pervers dont je le lis à les mémoires. Le commentaire dit qu'il a l'impression que c'est une tragédie du 19e siècle ou un roman. Effectivement, c'est assez... la réalité dépasse la fiction, mais c'est vrai que c'est assez cocasse au bout d'un moment, parce que vraiment, il y a vraiment toute une série d'événements. Et encore, ce n'est pas fini, hein. Enfin, il s'étend pas trop finalement, ça reste sobre, mais cette histoire, si elle me rappelle un roman d'une auteure de la région, dans lequel elle expliquait que pendant 15 ans, son ex-mari l'avait traînée par les cheveux dans les escaliers. En fait, elle voulait expliquer que pendant 15 ans, elle avait été maltraitée, et effectivement, c'était tragique. Mais de la façon dont elle racontait les choses, on avait le sentiment que pendant 15 ans, sans interruption, on l'avait traînée dans les escaliers. C'était une maladresse de style. Elle écrivait assez mal, hein, je dois dire, du moins cette partie de son texte. Et moi, ça m'avait fait éclater de rire, je n'en pouvais plus, alors que c'était une situation absolument tragique. Alors là, pareil, dans ce récit, je trouve que le narrateur, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette bonne femme? Et à la limite, toutes ces tentatives de suicide, même sur le train, sur les rails je suis désolé, je vais être monstrueux, mais ça me fait rire. Mais quand j'ai relu ça, je me dis, il faut que je prenne sur moi, comme on dit, pour ne pas éclater de rire, hein. Je dois être méchant, je sais pas, mais ça ressemble même à du cinéma muet où il y avait des jeunes femmes ficelées sur les rails. Vous vous souvenez, il y avait des choses comme ça dans les années 20 à peu près, hein. Et là, on finit par ne plus y croire, et en même temps, on est un peu en colère parce que cette femme, c'est un fléau. Bon, elle est peut-être malheureuse, elle a peut-être des problèmes, mais elle a une responsabilité quand même des enfants, et se conduire de cette façon et qu'on lui laisse la garde en plus, je trouve ça vraiment choquant aussi, hein. Moi, ça me dépasse et je deviens presque intolérant, et je finis finalement par ne plus du tout avoir de compassion pour cette personne. Est-ce que c'est le but finalement que poursuit celui qui a écrit ce document et qui veut descendre sa mère en flèche finalement? Est-ce que c'est ça? Je me suis posé la question. Alors, pour répondre aussi à une question qui m'a été posée, ce document a été rédigé pendant les 2 mois au cours desquels il a été incarcéré, donc, et à mon attention, peut-être parce qu'il avait envie de se présenter sous un jour relativement favorable, parce que bon, ce n'est pas un témoignage à charge contre lui finalement. Et même un pervers peut rédiger ça, hein, quand on y réfléchit. Ça peut émaner aussi bien d'un pervers que d'un non-pervers, hein, ou de quelqu'un de très bien. On ne peut pas vraiment se rendre compte avec une lettre, hein, il manque des éléments. Et dans une lettre, comme le disait une de mes correspondantes quand j'avais 20 ans, ça date pas d'hier, hein, vous allez dire, beaucoup de gens, quand ils écrivent, s'endimanchent moralement. J'aimais bien l'expression. Et là, on peut effectivement se poser la question, hein, est-ce qu'il y a un calcul qui aurait été fait de sa part pour que justement j'ai de lui une opinion favorable et que je l'héberge à sa sortie de prison? Est-ce que c'est ça? J'en sais rien. Ou alors simplement il s'ennuyait en prison et il voulait écrire un petit texte, qu'il soit pervers ou pas, ça ne change rien, qui finalement le mette en valeur, comme on le verra. Alors il se met en valeur du point de vue de sa famille, hein. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais il descendait quand même, si c'est vrai, hein, raconte-t-il, d'une famille régnante, hein, euh, d'un pays, comment dire, je veux pas le situer, donc d'un pays, bon, et il était apparenté avec les souverains du pays.
Bon, déjà, on peut déjà douter un petit peu. Bon, ça peut se vérifier sans doute, hein. Ça donne l'impression de quelqu'un qui affabule et qui veut montrer qu'il est peut-être supérieur aux autres, hein, voilà. Mais dans la suite du témoignage, vous allez voir, les événements sont toujours de l'ordre un peu du roman mélodramatique du 19e siècle. Et je me suis demandé ce soir si je devais pas, plutôt que de continuer sur des chaînes à connotation psychologique ou cinématographique, si je devrais pas faire une chaîne comique, hein, parce que quand j'ai lu ce commentaire là sur, je sais pas, ça m'a fait rire. Oh, c'était extra, je trouvais. Je sais pas, c'est tombé comme ça et ah non, vraiment, ça fait du bien quand même de rire, surtout dans des périodes un peu sombres comme en ce moment. Alors je continue quand même un petit peu, hein, pendant 5 minutes à peu près. Donc, et dans la dernière ligne que je vous ai lue, c'était la suivante, hein. Maman a dormi avec moi cette nuit-là et beaucoup d'autres par la suite. Bon, on ne peut rien en déduire, mais vous allez voir un petit peu ce qui se raconte après. Pendant quelques mois, il n'y eut pas d'incident trop grave. Et maman craqua de nouveau. Elle prit la voiture et sur une petite route, elle se jeta dans un ravin. Excusez-moi, c'est horrible. Bon, bah ouais, faut vraiment que je me calme là. Bon, et prenons, faut que je prenne sur moi. Hein. Elle se jeta dans un ravin. Elle se jeta dans un ravin. La voiture se stabilisa. 8 mètres plus bas, après plusieurs tonneaux. Elle eut à nouveau le tibia et le péroné cassés. Deux cassés. Pas cassés, mais deux cassés, j'ai oublié le 2. 6 mois supplémentaires d'hospitalisation et de rééducation dans une ville du Puy-de-Dôme. Cet accident eut un avantage. De son premier accident, elle boitait. Et les chirurgiens lui ont restructuré les ossements du pied. Et à sa sortie, elle marchait impeccablement bien. Vous voyez, à quelque chose, le malheur est bon. Bon, je sais, j'ai critiqué ceux qui sortent des phrases toutes des proverbes, mais là, vous devez remarquer quand même que, bon, papa, entre guillemets, continua de tromper maman, mais elle paraissait s'y être habituée. Elle en était la pauvre, de toute façon. Hein. Elle suivait un traitement permanent pour les nerfs. Ah bon? Ah bon? Oui, bon. Quand elle sentait qu'elle n'allait pas, elle se faisait interner pour 1 mois à Sainte quelque chose, je dirais pas, à Clermont-Ferrand. Elle m'avait donné tout son amour et tout se passait bien. Ah bah formidable. Hein. À la bonne heure, j'ai envie de dire. Après toutes ces péripéties, j'espère que tout va bien. Je dois manquer vraiment, je dois être méchant foncièrement là. Rire de choses comme ça, mais c'est dramatique. Et puis, en juin 1979, nous avons pris un autostoppeur avec nous. Il était jeune, 27 ou 28 ans. Au cours de la discussion, nous avons appris qu'il était sans domicile fixe et qu'il n'avait pas mangé depuis 2 jours. Maman, toujours bon cœur, lui proposa un repas à la maison, il accepta. Il était 20 heures quand nous sommes passés à table et nous avons terminé à 21h30 environ. Il était tard et maman lui proposa de dormir à la maison. Il occuperait ma chambre. Elle m'installa le lit dans le salon. Je n'arrivais pas à dormir car maman couchait tout le temps avec moi. Ah tiens, voyez, une évolution. C'était de temps en temps, mais là, finalement, il dort tout le temps avec elle. J'avais entendu des voix dans ma chambre. Maman et le gars devaient discuter. Je me suis levé pour aller les voir. Quand j'ai ouvert la porte, ils étaient enlacés
avec une belle faute d'orthographe d'ailleurs, tous les deux nus. Je suis parti me réfugier sur mon lit de fortune dans la salle à manger et je pleurais. Elle m'avait trahi, elle m'avait trompé. Elle est venue me rejoindre presque aussitôt, me demandant de la comprendre, qu'elle était une femme. Ah oui, on l'avait pas deviné depuis le début, c'est sûr, hein. Et qu'elle avait des envies comme tout le monde. Et comme entre papa, entre guillemets, et elle, il n'y avait plus rien, elle avait sauté sur l'occasion qui se présentait à elle, c'est le cas de le dire, afin de se prouver qu'elle était une femme. C'est très profond, je trouve, ce texte, c'est d'une profondeur insondable. Et qu'elle pouvait encore plaire, et qu'elle sache si elle était encore capable de ressentir quelque chose en plaisir. C'est curieux comme tourne. N'est pas écrivain qui veut, hein. Ceux qui me critiquent, ceux qui critiquent mon style, comparé avec celui-là, je crois que j'écris mieux. Pour toute réponse, je lui ai dit que je ne la pardonnerai jamais, et j'ai tourné le dos. Elle s'est couchée à côté de moi. Le lendemain matin, comme d'habitude, elle m'avait préparé mon petit déjeuner. C'est gentil. Je n'ai rien touché. C'est moins gentil. L'autre était déjà parti. Je ne lui ai adressé qu'un ou deux mots de toute la journée. Et cela a continué ainsi plusieurs jours. Je travaillais alors. Quand elle venait me chercher, je m'arrangeais souvent à partir avant en bus ou par le train. Je savais qu'elle souffrait, et moi aussi d'ailleurs, autant qu'elle. Quand nous nous sommes réconciliés, elle m'invita au restaurant. Bon, je vais en rester là pour aujourd'hui. Je vais mettre un petit trait de crayon et je continuerai parce que là, non, il faut que j'envisage les choses sous un angle peut-être plus tragique. J'ai du mal à adhérer, je dois dire, à cette histoire et je crains que la suite soit du même tonneau. Bien, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne nuit.